Les fêtes de Noël arrivent à grands pas. Si vous aimez ce qu'on fait et que vous avez envie de vous faire un cadeau ou d'en faire un à vos proches, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Tellington. Vous pourrez y acheter des cartes cadeaux, des packs avec plusieurs de nos livres et sur les affiches, il y a même une promo. Pour chaque poster acheté, on vous en offre un autre. Alors n'hésitez pas et foncez. Pour découvrir tous nos produits, rendez-vous sur la boutique Tellington. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 20e chapitre de cette Super Flame Story. Triste blizzard, chapitre 20, faire le plein. Léo avançait dans les rues de Marmottin comme si de rien n'était. Il ne semblait pas être préoccupé par l'état de siège imposé par le protocole Centurion. Pour lui, c'était une simple toile de fond. De toute façon, avec son puissant médaillon, il pouvait faire face à bien des situations et n'avait plus besoin de se cacher. De sa main gauche, il caressait lentement son précieux bijou magique. De l'autre, il tenait son petit carnet de notes, qui était ouvert sur sa carte au trésor. Après de longues minutes de marche, il finit par arriver devant une station essence fermée, qui se trouvait pile à l'emplacement d'une des nombreuses croix qui figuraient sur son plan. Juste à côté de la croix étaient inscrites 2 lettres, un W et un C. Léo regarda autour de lui avant de traverser la route. Il fit ensuite le tour de la station essence en quête des toilettes. Malheureusement pour lui, leur entrée était fermée par un cadenas. « Naturellement. » lança Léo, un peu dépité, avant de placer son carnet sous son bras et de se mettre à bouger ses mains. Son médaillon s'activa alors et se mit à souffler ses terribles flammes dans la direction du cadenas qui finit par devenir rougeoyant. Léo donna ensuite un coup de pied dans la porte, ce qui fit sauter le verrou. Dans la petite pièce qui était éclairée par un vieux néon défectueux, se trouvaient 2 autres portes. Une pour les toilettes des hommes et une pour celle des femmes. Léo ouvrit celle des hommes, entra à l'intérieur, baissa la cuvette des toilettes et monta debout dessus. Il leva ensuite une dalle du faux plafond et se mit à fouiller avec ses mains. « Allez, j'ai pas que ça à faire, là !» se plaignit-il, avant que sa main ne rencontre l'objet qu'il convoitait tant. Il sortit alors du faux plafond un vieux livre qui était recouvert de poussière. Léo descendit des toilettes et souffla sur l'ouvrage. Lorsqu'il put en lire le titre, il afficha un grand sourire de satisfaction. Lorsque Léo ressortit des toilettes, il tomba nez à nez avec un groupe de soldats qui étaient en train de mettre de l'essence dans un de leurs camions. L'un d'eux remarqua la présence du jeune homme. « Hé, qu'est-ce que tu fais là, toi ?» demanda un soldat en s'approchant de Léo. « Rien de particulier, je me promène. »« Tu te promènes? Tu te fous de ma gueule? Tu veux qu'on t'embarque ou quoi ?»« Non, je dois continuer ma balade. » répondit Léo en tournant le dos au soldat qui fut énervé par le comportement du jeune homme. Il s'avança vers lui. « Hé, ça suffit! Viens par là, petit con !» Léo afficha un immense sourire. Il fit quelques mouvements discrets avec ses mains et se retourna, tandis que la pierre magique de son médaillon s'illuminait de 1000 feux. « C'est quoi, ce truc ?» demanda le soldat. « Ça? Oh, eh bien, c'est la mort !» répondit Léo, quand d'un coup des gerbes de flammes sortirent du médaillon, mettant le feu à l'uniforme du soldat qui se précipita dans un tas de neige en hurlant. Ah, ah !» Le geyser de flammes se dirigea ensuite vers le camion qui faisait le plein d'essence. Le conducteur et ses collègues prirent la fuite quelques secondes avant que la flamme n'atteigne le véhicule. Le feu se propagea ensuite jusqu'au réservoir et remonta dans la pompe à essence. Léo se retourna, reprit sa route et quelques secondes après, la station-service explosa dans un gigantesque brasier, plus terrible encore que celui qui avait emporté la famille chez qui était caché le médaillon. Le ministre était furieux. Ses 2 prestigieux invités étaient repartis en Egadia et il avait dû se rendre en urgence à la Silver Tower pour suivre l'avancée des événements depuis une des salles de commandement. « Comment
Comment ça, vous avez perdu Bloom et Tassier? Vous vous foutez de moi, Cobalt? Il semblerait que ce cher alias ait anticipé nos actions, monsieur. Écoutez-moi bien. Les enjeux sont bien trop grands. On ne doit pas laisser filer nos adversaires. Leur simple existence met en péril toute notre action. Je le sais bien, monsieur. J'ai un plan en tête. Et je peux le connaître, ce plan? Nous sommes parvenus à capturer un Dokipa, et apparemment le fils Bloom est toujours dans les parages. Il joue les pyromanes avec un objet magique. Vous comptez les utiliser comme appât? Tout juste. Eh bien, quand les poissons auront mordu à l'hameçon, je vous ordonne de tuer ce traître de Boglov. À vos ordres, monsieur. Le véhicule qui transportait l'agent Cobalt venait de s'arrêter devant le domicile de Jean-Jacques Bardin. Le journaliste star de Marmottin FM observait la scène, caché derrière une fenêtre. « C'est qu'il a une jolie maison, le petit journaliste local. » Lança l'agent avant de s'avancer vers la porte de la villa. 2 soldats lui emboîtèrent le pas, mais Cobalt leur demanda de rester en retrait. « N'allez pas me l'effrayer. On a besoin qu'il collabore avec nous. » L'agent en charge de Marmottin frappa ensuite à la porte. Jean-Jacques sortit de sa cachette et se précipita dans le hall d'entrée. Du coin de l'œil, il remarqua Cassandra et Oswald qui s'étaient cachés dans la montée d'escalier. « Baissez-vous, vous êtes encore visible d'ici !» lança le journaliste avant d'ouvrir la porte. « Bonsoir, monsieur Bardin. » lança l'agent de la DPA en montrant son badge. « Inutile, je sais déjà qui vous êtes, agent Cobalt. »« Je peux entrer ? Ai-je le droit de refuser ?»« Pas pendant un protocole Centurion. Pouvoir renforcer, tout ça, tout ça. » Bardin prit une grande inspiration et ouvrit la porte, en priant pour qu'Oswald et Cassandra soient bien cachés. « Vous avez une très belle maison, monsieur Bardin. » lança l'agent en balayant l'immense hall du regard. « En quoi puis-je vous aider ?» Cobalt sourit. « En faisant votre métier, à vrai dire. » L'agent sortit son téléphone portable de sa poche. Il montra des photos à Jean-Jacques. « La raison de ce protocole Centurion est liée à la présence de faucheurs dans les rues de Marmottin. On ne sait pas si des œufs qu'on aurait manqués ont éclos ou s'ils ont été invoqués. Mais je suppose que vous comprenez pourquoi nous avons dû boucler le village. Ces terribles créatures se reproduisent à une allure folle et elles se nourrissent. » « De sang humain. Je me souviens de ces hordes de monstres qui déferlaient sur Marmottin il y a quelques années. » Jean-Jacques parut soudainement plus détendu. Les explications de Cobalt semblaient être crédibles à ses yeux, et il se fit plus avenant. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?»« J'aimerais que vous établissiez vos quartiers dans les locaux de Marmottin FM pour tenir la population informée de la situation. Nous avons besoin d'un soutien sans faille des Marmottanais pour mener à bien notre opération. » « Je vois. » Prenez quelques affaires, on vous escortera. La discussion fut interrompue lorsqu'un soldat accourut vers Cobalt. « Monsieur, on nous a signalé la présence de Léo Bloom à proximité de la mairie. » Lorsque Cassandra entendit cette information, ses yeux s'illuminèrent. « Bien, dites au groupe Tracker déjà en place de se retirer. » répondit Cobalt. « Comment ça, monsieur ?»« On va faire intervenir une autre unité. »« Mais monsieur... » « C'est un ordre. » répondit Cobalt, agacé, tandis que Jean-Jacques arrivait avec une valise remplie d'affaires. Au centre des opérations d'Alias, l'ambiance restait tendue. Même si le petit groupe avait réussi avec brio sa mission d'exfiltration, il fallait monter une nouvelle opération pour sauver Cornelius et Léo. Bloom, Tassier et Fonck étaient dans l'armurerie en compagnie des propriétaires de portes, tandis qu'Alias et Antonov tentaient de grappiller des informations sur la situation à Marmottin. « Toujours pas de nouvelles de Bugatti ?» demanda Alias. « Non, monsieur, il ne répond pas à mes appels. C'est peut-être qu'il ne peut pas répondre pour l'instant. Retentez dans 5 minutes. » Bien, monsieur. Après avoir passé plusieurs minutes dans l'armurerie, l'inspecteur Bloom finit par jeter son dévolu sur un fusil d'assaut. Tassier, lui, opta pour un fusil à pompe. « Vous comptez utiliser une arme à feu au lieu d'un livre, Talion ?» demanda Fonck, en remarquant que le propriétaire de porte s'était arrêté devant une étagère remplie de pistolets. « Oui, c'est moins pénible à utiliser que des incantations magiques. » répondit le propriétaire de porte, tandis que Lumine bondissait sur l'étagère avant de s'arrêter sur un Beretta noir devant lequel elle se mit à sautiller en poussant de petits cris. « Je crois bien que Lumine a fait son choix », déclara l'inspecteur Bloom en se forçant à sourire malgré la situation. « Tu veux que papa prenne cette arme ?» demanda Talion en s'avançant vers la petite créature qui poussa un nouveau petit cri avant de poser ses pattes sur l'arme.
Talion s'en empara et Lumine en profita pour grimper sur ses épaules. Camélia, je ne suis pas certain que cette arme soit très adaptée, lança Andrew. La grand-mère, dont la taille ne devait pas dépasser les 1,40 m, avait dans les bras un lance-roquette. « Vous croyez ?» lança-t-elle en souriant, avant de se retourner vers Hugo. Elle avait senti une présence qui la perturbait. « Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. » lança l'étudiant, en mettant des gants noirs. « Tu ne me fais pas peur. Je sens juste une présence en toi. Une présence dangereuse. » répondit Camélia, en orientant le lance-roquette vers Hugo. Les yeux de Talion s'écarquillèrent. Bon sang, j'avais oublié que cette vieille bique était capable de sentir les démons. Camélia, arrête! Montrez-vous, vile créature! S'exclama la vieille Dokipa. C'est alors qu'Anemos, Aqua, Ignis, Terra et Fulgur sortirent du corps d'Hugo. Allons, dame Dokipa, calmez-vous! Lança Ignis. Nous ne sommes pas dangereux, poursuivit Anemos. Ils disent la vérité, déclara Hugo. Ces démons sont là avec mon accord. Je confirme, s'exclama Andrew. Je suis d'ailleurs en partie responsable de l'affaire. Camélia fit la moue et abaissa son arme. C'est alors qu'Antonov débarqua dans l'armurerie. On attend encore quelques informations de notre agent infiltré et on va pouvoir procéder à la téléportation. Le petit groupe sortit de la pièce sécurisée et se regroupa dans la salle principale. Alias était également en tenue de combat. Même si Antonov et Emily avaient tenté de l'en dissuader, l'ex-directeur de la DPA voulait être aux côtés de ses amis pour retrouver Léo et Cornelius. « Attendez, j'ai une idée !» lança Fonk en sortant de sa poche son smartphone. « Venez, regroupez-vous autour de moi, on va faire une photo. »« Ce n'est vraiment pas le moment !» se plaignit Alias en s'approchant de Fonk. « Allez, Alias, ça peut être un joli souvenir. » lança Hugo dans un double discours qui fit également réagir Talion, dont la gorge se serra. Le lieutenant prit une série de photos plus ou moins floues et chacun reprit son sérieux, le temps de terminer les derniers préparatifs pour la mission. Retrouvez chaque jour un épisode de Triste Blizzard à 6h30 sur Teddington et à 17h30 sur YouTube. Les liens sont dans la description.